Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition à Boïcon, les travaux de la première phase du projet asphaltage évoluent, des rues entièrement pavées, bitumées puis éclairées. Vous saurez le constat dans cette édition. La coordination communale de Djidja de l'Union progressiste évalue ses forces et faiblesses après les dernières élections. Une rencontre bilan demandée par le bureau politique national. Et puis l'inter nous conduira au Mali où l'ex-président de la République quitte le pays pour ses soins aux Émirats Arabes Unis. En France, le maire de Troyes a laissé planer le doute sur sa possible candidature à l'élection présidentielle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. On démarre ce journal par ce communiqué du gouvernement, le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique envisagé par le gouvernement et en discussion avec les partenaires sociaux n'a encore fait objet d'aucune prescription. Par conséquent, les horaires actuellement en cours restent en vigueur dans tous les secteurs et en tout état de cause, le réaménagement envisagé ne concerne ni le secteur privé ni les établissements d'enseignement qui restent libres d'organiser leur horaire de travail, mais en veillant au respect de la durée légale du travail. C'était un communiqué du gouvernement. Véronique Brumeau, l'ambassadeur de la France près le Bénin, et Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies, sont en fin de mission au Bénin. Ils ont été reçus, bien sûr, au cours d'un dîner au ministère des Affaires étrangères. Voici les images avec Marcel Arossi. Elle part du Bénin toute satisfaite. Véronique Brumeau a le sentiment d'avoir bien accompli son devoir au cours de ces 4 années passées au Bénin en tant qu'ambassadrice. Avant son départ vers d'autres horizons, elle participe avec plaisir à ce dîner dans les murs des affaires étrangères. S'il est vrai que travailler au Bénin n'est pas toujours de tout repos, c'est tout de même stimulant pour elle. Du Bénin, elle repart, mais elle n'est pas prête à oublier ce pays. Je n'oublierai pas, bien sûr, le Bénin, pays où il y a effectivement eu beaucoup à faire. On ne s'est jamais ennuyé à l'ambassade et c'est l'occasion pour moi de remercier également mes collaborateurs, mais également tous ceux qui nous ont aidés dans notre mission et dans ma mission. Ce sont les directeurs, le secrétaire général, les directeurs du ministère des Affaires étrangères qui ont toujours été à notre écoute et qui nous ont toujours aidés dans nos travaux. Comme elle, Siaka Koulibaly a lui aussi le sentiment d'avoir contribué à la réalisation de certains résultats clés de développement au nom des Nations Unies. Il l'exprime ici parce qu'il est aussi partant. Mon observation durant ces 4 dernières années m'ont permis de constater les progrès notables accomplis par le Bénin. C'est vraiment la première fois que je vois qu'un gouvernement s'approprie véritablement ce cadre de coopération et pour pouvoir en assurer également le suivi avec les agences du système des Nations Unies. Et cela est une bonne pratique que nous essayons donc que nous avons relevé et essayons donc de le positionner au niveau d'autres pays. Et peut-être certainement aussi dans ma prochaine destination, ce serait quelque chose que je pourrais essayer de promouvoir. À la survenue de la Covid-19, ce cadre de coopération a dû être à certains endroits reformulé pour pouvoir aider et apporter, comme on appelle, notre appui aux efforts déployés par le gouvernement et en réponse donc à la Covid-19, tant au niveau sanitaire que sur les aspects socio-économiques. Et il faut relever que
Le leadership dont a fait preuve ce gouvernement n'est plus à démontrer quant à la réponse qui a été donc apportée à la Covid-19 ici au Bénin, à comparaison de ce que nous avons vu dans la sous-région, surtout sur la base d'un certain nombre d'approches innovatrices que vous avez pu mettre en place ici en tant que gouvernement. Les séjours des personnalités ici honorées ont contribué au resserrement des différentes relations, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. C'est ce qui est d'ailleurs célébré autour de cette table. Au moment où le multilatéralisme subit des coups de boutoir dans certains milieux, il est important que ce symbole soit rappelé. Nous avons besoin des relations d'État à État. Et nous avons besoin aussi de cette communauté où nous nous retrouvons entre grands ou petits États, entre États forts, États moins forts, pour discuter, pour dessiner ensemble l'avenir de cette planète qui est unique, de ce monde, notre, qui nous appartient à tous. C'est pour cela que j'ai plaisir à célébrer ces deux personnalités. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que nous ayons à la fois le bilatéral et le multilatéral ce soir. Le départ est peut-être difficile pour eux, mais ces deux personnalités sont rassurées d'avoir joué leur partition quant à la consolidation des différentes relations en jeu. Le multilatéralisme, le Bénin y croit fortement. Quel est l'état de la coopération dans le domaine de l'énergie entre le Bénin et le Lumois? Les faisceaux sont en vert, dira le nouveau représentant résident de l'organisation sous-régionale au Bénin. Il a eu une séance de travail avec le ministre de l'énergie du Bénin, Jérôme Ngbo, pour plus de précisions. Merci beaucoup. Ici chez vous. Très bien. Nos sujets de discussion tournaient autour de cette coopération. Les projets que la commission de l'UOMOA appuie au niveau du Bénin, mais aussi tout ce que le Bénin est en train de faire sur ses propres ressources, tout comme avec l'appui des partenaires au développement, pour atteindre une autonomie énergétique. J'ai été agréablement surpris de toutes les avancées qui ont été faites depuis 2016 jusqu'à maintenant dans ce domaine qui, comme vous pouvez vous-même le constater, atténuer les délestages, les coupures, etc. Et tout ce que j'ai entendu ce matin de la part du ministre est très prometteur, en tout cas pour atteindre cette autonomie, cette indépendance énergétique du Bénin. Notre rencontre s'est très bien déroulée. Nous avons pu aborder toutes les questions d'actualité, d'une part, mais également nous avons égrené tous les sujets de coopération en cours et à venir dans le cadre donc des relations entre l'Union et le Bénin. J'en ai pour preuve, nous avons abordé le dernier projet qui est en cours de lancement, qui est le projet donc de développement des énergies renouvelables, la deuxième phase du projet PRODER 2, avec des composantes importantes pour l'électrification rurale. Comme vous l'avez si bien dit, le parent pauvre de notre système électrique, à travers des microcentrales qui seront installées dans des contrées lointaines qui n'ont pas accès au réseau conventionnel aujourd'hui, mais également des lampadaires solaires et d'autres initiatives qui concourront à travers l'énergie, donner encore aussi de l'eau. Nous sommes à pied d'œuvre pour concrétiser très rapidement ce projet, mais également nous avons rappelé ensemble la position particulière du Bénin dans le cadre de l'Union, puisque le président de la République, le président Talon, est le responsable de l'initiative IRED pour le renforcement de l'énergie dans nos 8 pays. Et donc, de ce fait, la coopération va s'intensifier encore dans le cadre de la concrétisation de cette initiative. Je crois que cet échange nous a permis d'entrevoir l'avenir de notre coopération, je dirais de manière optimiste. D'abord, au niveau des normes minimales, pour une meilleure utilisation de l'énergie électrique. Donc, le projet d'étiquetage donc, des appareils électroménagers pour aider aussi le consommateur à faire le bon choix, à faire le choix des matériels
qui ne soit pas énergivore. Donc, comme on dit, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Donc, faire en sorte que nos concitoyens puissent, en toute connaissance de cause, faire le bon choix de matériel pour moins consommer l'énergie. Et je compte sur le nouveau représentant pour, avec nous, maintenir cette dynamique qui caractérise notre coopération. En tout cas, il m'a assuré de ne pas m'inquiéter, que nous puissions continuer à avancer pour le bien-être de nos populations. Parlons à présent politique conformément aux recommandations du Bureau national du parti Union progressiste. La coordination communale de Didja a aussi fait le bilan des élections communales de mai 2020. Le point avec Nestor Sella et Michi Elegbe. Les résultats obtenus par l'Union progressiste lors des élections communales et municipales d'avril dernier n'ont pas été reluisants dans la commune de Didja. La coordination communale, soutenue par les responsables du bureau national, passe au peigne fin ces résultats avec les militants à la base. On remarque donc que l'UP a perdu dans la commune de Didja, mais n'a pas perdu donc dans son fief traditionnel qu'est la 23e circonscription électorale. Il va falloir redéfinir des stratégies de quadrillage du terrain afin d'aborder les prochaines échéances électorales avec sérénité et avec la certitude de reprendre totalement non seulement la commune de Didja, mais la 23e circonscription électorale pour toujours. Comme l'a recommandé la direction exécutive du parti, nous allons tirer tous les enseignements des élections dans un esprit constructif et courtois. Nous ferons un bilan critique, mais positif, pour mieux organiser les activités du parti à l'avenir dans Didja. Les malentendus doivent être clarifiés afin de ramener un climat de fraternité militante dans les relations entre militants du parti. C'est le lieu de remercier notre vaillante population pour sa participation massive et son soutien à notre parti. Au-delà de cette reconnaissance aux militants à la base, il faut redéfinir les nouvelles stratégies de lutte. Au regard donc de ces résultats que nous avons examinés au niveau du bureau politique, nous avons décidé de passer dans chaque commune pour faire le bilan avec les militants, de sorte que nous puissions savoir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et identifier donc les difficultés pour pouvoir rechercher donc les approches de solutions avant d'amorcer la mise en place donc des structures de base et par suite préparer l'élection présidentielle de 2021. Le parti Union progressiste se mobilise déjà pour la mise en place des structures de base pour mieux affronter les élections présidentielles de 2021. L'Union progressiste était aussi dans la commune de Sakété, département du Plateau. Cette fois-ci, c'est pour organiser ses militants à la base pour un vrai militantisme. Une délégation des responsables du parti, dont le député Augustin Arobla a conduit les échanges. Bressumbo, Fime Bassao. L'UP n'appartient à personne. Des militants convaincus de l'Union progressiste de Sakété face aux responsables du parti. Des rencontres organisées dans les communes pour juger le degré de militantisme des militants en cette période où tous les regards sont tournés vers la présidentielle de 2021. Si vous appartenez à une association et que vous ne pouvez pas vous-même sortir 500 francs pour avoir votre carte de membre, ça veut dire que vous n'êtes pas un militant convaincu. Peut-être demain, je serai assis de l'autre côté et c'est parmi vous qu'il y aura des gens ici pour... Je viens et je vais vous acclamer aussi. Ça dépend du militantisme, de votre conviction à occuper les positions. Et c'est des élections. Il ne faut pas dire que parce que lui, il s'habille très bien, il faut que c'est lui qu'on va choisir. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cooptation. Pour les communales du 17 mai dernier, la lutte a été farouche à Sakété, mais l'UP a pu tirer son épingle du jeu en décrochant 14 sièges sur les 25. L'UP n'a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans Sakété. On va faire plus que ce qu'on avait fait dans les communales. L'UP avait un adversaire de taille. Donc, nous avons mené le combat. Aujourd'hui, nous sommes victorieux. Donc, la victoire nous fait oublier toutes les souffrances.
Les responsables de l'UP entendent intensifier la campagne d'adhésion dans les 77 communes du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les travaux de la première phase du projet asphaltage se poursuivent dans la commune de Boycon. Des rues entièrement bitumées, pavées et éclairées. C'est le constat fait par Nestor Sella et Michel Egbe. Cette voie, en 2011, quand nous, on était venus rester à côté d'eux ici, je crois que c'est une voie qui est totalement impraticable. Mais aujourd'hui, l'éclairage public est le quotidien des populations de Boycon qui jubilent. À cette date, c'est une joie pour toute la population de Soglogon, de Huawei, Djimé et de ses environs. C'est une bonne chose. On doit féliciter le gouvernement. Le chef de l'État, je dois lui dire de continuer à faire ses œuvres. Dans cette voie, on m'a arraché ma moto, moi, à cause de l'obscurité bien. Maintenant, dans l'avant, quand je circule la nuit, maintenant, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Et puis, je remercie énormément le président. Nous souhaiterons qu'il fasse encore de plus pour que les vents qui n'ont pas encore eu cette chance d'avoir les lampadaires comme ça, qu'ils les auront. Lampadaires de bio, faut mettre la médian, et c'est tout comme mettre ça sur temps. Le président Patrice Talon, fidèle à son programme d'action, repousse l'obscurité de nos localités. Au temps passé, même les années 2017-2018, quittant à Boycon en venant à Setonji ici même, c'est difficile. Donc, avec tout ce que monsieur le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui maintenant, nous restons ici en voyant derrière les vidéos, en disant que voilà, les pays européens se développent et pourquoi pas chez nous. Aujourd'hui maintenant, nous avons un président et que même les Français vont venir, même les Américains vont venir au Bénin pour tourner les cripes. Heureusement, j'interviens sur l'asphaltage aussi. Quand on est venu ici pour intervenir, il y avait de l'obscurité partout. L'obscurité, quand on parle de l'obscurité, on parle de banditisme. Actuellement, les lampadaires vont permettre aux populations d'être en sécurité. Vous voyez? Vous pouvez me dire voir les activités le long des rues où ces lampes sont implantées. Vous voyez, c'est attrayant, ça rend belle les infrastructures qu'on est en train de faire et belle la ville aussi. Pour la pérennisation de ces infrastructures acquises à grands frais, un suivi rigoureux s'impose. Surtout à Boycon ici, on a constaté sur les lampadaires déjà installés un peu partout que les gens restent dans la nuit pour couper. Donc, de toutes les manières, ces infrastructures sont pour nous tous, c'est pour la population. Donc, moi, je nous exhorte nous-mêmes à veiller sur la sécurisation de ces infrastructures pour le bien-être de nous tous. C'est nous tous qui allons en bénéficier. Le projet asphaltage en phase terminale fait déjà des heureux dans la ville de Boycon. Alors à présent dans le département de la Liborie, la pluie tombée sur Kandi le 1er septembre dernier a causé beaucoup de dégâts matériels. Des habitats se sont retrouvés sans toit. Mahamadou Moussa, le préfet de la Liborie, est allé sur le terrain, fait des dons d'articles de première nécessité aux populations. Gislain Poguer pour plus de précisions. Mahamadou Moussa au secours des populations sinistrées de Goubédé, dans l'arrondissement de Bensekou, commune de Kandi. Population de Goubédé, je voudrais une fois encore vous dire la compassion du gouvernement à travers ma modeste personne relativement à la situation que vous êtes en train de traverser depuis le 1er septembre dernier. Ce qui est arrivé à Goubédé le 1er septembre, c'est une trentaine de cases écroulées, des bêtes et des cultures emportées. C'est une grosse pluie qui s'est ajoutée à l'inondation de la zone pour provoquer le sinistre. Pour éviter aux sinistrés le sommeil à la belle étoile, le ventre creux, le préfet de la Liborie est revenu à Goubédé. La préfecture, dans le cadre de l'assistance, n'est-ce pas, qu'elle a bien voulu faire relativement à cette situation d'inondation, j'allais dire même de catastrophe, est venue vraiment vous apporter un secours. Des sacs de maïs, de riz, des feuilles de tôle, des nattes, du savon, de l'huile, des moustiquaires, du gel hydroalcoolique, des couvertures. Il s'agit là encore de notre obligation, n'est-ce pas, de rester, n'est-ce pas, aux côtés de nos populations et de reconnaître que ce qui est arrivé à Goubédé, n'est-ce pas, est concerné
par tout le département et par notre pays tout entier. Ce n'est pas pour la première fois que le préfet appuie la population sinistrée. La fois passée, c'était à Pédé. Nous voilà aujourd'hui, c'est le tour de Gogwene. Remercier vraiment sincèrement le préfet pour tout ce qu'il a commencé par faire. Ce qui nous a arrivé avec la pluie de cette année, depuis qu'on a installé le village, on n'a pas vu cette eau-là. Mais à cette année, on a vu ça. Mais grâce à Dieu, l'eau a venu et on n'a pas de décès. Mais les cases et les moutons, les cabris sont partis. Ce qu'on va porter et manger, tout est parti. Mais on n'a pas de décès. On a remercié beaucoup le Dieu. On a remercié les autorités de Kandi. Le préfet, on l'a remercié parce que le préfet nous a accueillis. Comment l'homme peut faire tout, le préfet a le fait. La maire de Kandi, dans cette situation de sinistre que vit sa commune en cette saison des pluies, compte sur une tutelle prompte et rapide. Le préfet, à chaque fois que je l'appelle, il est au secours et il répond. Elle voudrait continuer à le faire. Un peu de culture et de prière dans cette édition. Le Bénin doit continuer à vivre en paix. Ils y croient et prient pour que cela se perpétue. Les dignitaires de 25 associations défendant le patrimoine culturel et cultuel de notre pays, le Bénin, achèvent leur retraite à Porte-Novo. Ils sont arrivés de Tours, le département de Lomé, pour revisiter la tradition à travers une soirée dénommée Grande Nuit des dignitaires. Images sont. Pour la valorisation du patrimoine culturel et cultuel de leur pays, ils ont décidé de se mettre désormais ensemble. Des dignitaires et têtes couronnées résolus à porter haut l'étendard de la culture béninoise. Une nuit des dignitaires aux allures d'une fête et qui réunit toutes les sommités de la tradition du département de l'Ouémé. C'est ensemble que nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire au profit de notre culture. Plusieurs temps forts marquent l'inscription du nouveau-né dans les annales de l'histoire de la royauté au Bénin. Présentation du logo de la fédération au public et distinction de ces dignitaires reconnus pour leur attachement à la tradition. Des gardiens de la tradition, nous en avons connu. Les dignes héritiers, il en existe au sein de chaque communauté. Mais pourquoi nous peinons à valoriser notre patrimoine culturel? La réponse se trouve en chacun de nous, de l'État central aux citoyens, en passant par les intellectuels africains. Il nous faut donc nous réveiller et marquer un arrêt afin de mieux nous organiser et travailler ensemble, fédérer nos énergies pour nous relancer de plus belle. Une soirée de dignitaires qui a lieu grâce à la détermination et au soutien d'un fils du milieu. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus émus, d'autant plus que plus de 25 associations, chacun spécialiste dans son culte et dans sa tradition, décidaient de fédérer les énergies et rester ensemble pour travailler pour la valorisation et la conservation de notre patrimoine culturel et cultuel. Et si nous dormons et nous continuons de dormir comme nous le faisons, nous allons finir par disparaître parce que nous n'existerons plus culturellement. Composée de 25 associations, la FACEB prend ainsi son envol pour faire rayonner la culture béninoise au-delà des frontières nationales. Hors du Bénin à présent, dans la région du Sahel, 2 soldats français ont trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe artisanale. L'ex-président malien a quitté son pays pour des soins aux Émirats arabes unis. En France, le maire de Troyes laisse planer le doute sur sa possible candidature aux élections présidentielles. Le point avec Blaise Anarbo. 2 militaires de la force française Barkhane au Sahel ont été tués en opération samedi au Mali par l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule blindé. Il s'agit du brigadier chef de première classe ST, dont le nom à la demande de la famille n'a pas été publié, et le hussard parachutiste de première classe Arnaud Volpe. Né le 23 juillet 1996 à Versailles, Arnaud Volpe, âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant, s'est engagé le 2 mai 2018 au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers en Ariège, précise le ministère des Armées. Mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission, il est décoré à la médaille Outre-mer avec Agrafe Sahel.
le président de la République a appris avec une vive émotion la mort de 2 militaires français lors d'une opération dans la région de Thessalite au Mali, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Selon l'état-major, ce bilan porte à 45 le nombre de soldats français morts au combat dans le cadre des opérations dans le Sahel. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako en direction des Émirats arabes unis, selon des sources aéroportuaires. Depuis quelques jours, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la junte étaient en négociation pour le départ d'Ibeka. La mission de l'ONU au Mali a également appuyé ces démarches. Au départ, selon un accord entre la junte et la CEDEAO, l'ancien chef de l'État renversé devait passer un mois à Bamako avant de songer à se rendre à l'étranger pour des soins. Mais entre-temps, l'ex-président a été admis à la clinique Pasteur de la capitale. L'avion a décollé vers 20h30 et Ibeka sera admis dans un hôpital qu'il connaît bien à Abu Dhabi, puisqu'en juin dernier, il avait déjà séjourné dans cet hôpital où il avait subi une intervention chirurgicale. En France, au deuxième jour de la rentrée des Républicains, placé sous le signe de la jeunesse, François Baroin n'a pas échappé aux multiples questions. Après 30 minutes d'échange avec les plus de 1000 militants, l'un d'entre eux tente de faire tomber les masques et demande au maire de Troyes s'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je ne vais pas vous répondre parce que si nous sommes entre nous, dans cette salle, à partager nos valeurs, on ne fait pas abstraction de ce qui se passe dans le pays. Et que je n'ai pas croisé une personne à Troyes ou ailleurs, en dehors de ma famille qui pose la question un peu comme vous, matin, midi et soir, mais qui parle de la présidentielle. On parle de la peur, on parle de l'organisation, on parle de la rentrée scolaire, on parle des entreprises, on parle du plan de relance, est-ce que ce sera efficace, pas efficace. On parle de l'avenir à 3 mois, on parle de l'avenir à 6 mois, on parle de l'avenir à 1 an, on ne parle pas encore de la présidentielle. Maintenant que le moment venu, celui que j'ai fixé, et je n'en bougerai pas, qui sera l'automne, m'amène à avoir ce devoir vis-à-vis de ma famille politique d'apporter une réponse, puisque cette question que vous posez, d'autres se la posent, je le ferai en temps et en heure, en responsabilité, avec la passion du pays, avec la passion de ma famille et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division. Dans une vidéo tournée depuis son lit d'hôpital, Jacob Black confie avoir mal 24 heures sur 24, même pour respirer. Le jeune homme noir, père de famille de 29 ans, a été grièvement blessé par un policier blanc il y a 2 semaines à Kenosha, aux États-Unis. Vêtu d'une blouse d'hôpital, Jacob Black décrit sa condition physique, affirmant qu'il avait des agrafes au dos et à l'estomac. J'ai mal quand je respire, j'ai mal quand je dors, j'ai mal quand je bouge d'un côté et de l'autre, j'ai mal quand je mange, ajoute-t-il dans cette vidéo. S'il vous plaît, je vous le dis, il faut changer vos vies. Nous pouvons être solidaires, rassembler un peu d'argent, rendre les choses plus faciles pour nos gens, car beaucoup de temps a été perdu, a-t-il encore dit. S'il a affirmé à ses soutiens qu'il entend encore beaucoup de la vie, il avertit aussi que chacun peut voir sa vie basculer en un instant. Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes dont vous avez besoin pour bouger et aller de l'avant dans la vie, tout peut être pris comme ça, a-t-il lancé en claquant des doigts. L'enregistrement a été diffusé sur les réseaux sociaux par son avocat, Ben Crump. Voilà qui est très émouvant. On termine ce journal par ce communiqué du gouvernement, le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique envisagé par le gouvernement et en discussion avec les partenaires sociaux n'a encore fait objet d'aucune prescription. Par conséquent, les horaires actuellement en cours restent en vigueur dans tous les secteurs. En tout état de cause, le réaménagement envisagé ne concerne ni le secteur privé, ni les établissements d'enseignement qui restent libres d'organiser les horaires de travail, mais en veillant bien sûr au respect de la durée légale du travail, un communiqué signé du gouvernement. Alors ce sera tout pour ce 13h, mais cela va suivre et passez tous une très bonne semaine. À demain.